Bien, je vous remercie pour votre présence, pour ce dernier conseil du mois de juillet. Je remercie les services pour la préparation de ce conseil. Avant l'ouverture, je voudrais donc souligner et saluer la présence de M. Vergeot de la société BC Nord, qui est accompagné de M. le maire qui a porté avec nous et donc via l'ex-EPARECA, devenu maintenant Agence nationale de la cohésion des territoires, le projet de Olympie 2. D'ailleurs, il faudra trouver un nom. On l'a dénommé comme cela. Et donc, avant d'ouvrir le conseil, je souhaite leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous présenter l'avancée du projet, puisqu'il y aura une délibération qui a trait à cela. Il y a un avenant qui est à signer. Et donc, je vais leur laisser la parole pour qu'ils présentent bien le projet dans son avancée. Le contexte, il est assez simple. Ça sera rappelé. Depuis plusieurs années, nous avions la fin de la rénovation urbaine volet 1, qui concernait plusieurs chantiers, mais finalement tout s'était concentré sur le centre Olympie, finalement le cœur du quartier, comment le rénover. En deux mots, nous avions eu plusieurs scénarios possibles. Un scénario avait été retenu en particulier, celui de rénover le bâtiment en l'état sur site. Malheureusement, les désordres techniques et surtout les études techniques nous ont démontré que ça allait générer un surcoût et que de là, nous avons donc dû prendre d'autres dispositions. Dans un contexte de fin d'année 2019, où il y a eu donc des décisions qui ont été prises, dans le cadre d'un démarrage du débat électoral, donc il y a eu une espèce de réserve de courtoisie républicaine, bien évidemment, et donc les habitants n'ont pas encore vu le détail complet, puisque ce sont les conseils de quartier qui avaient été associés à cela. Voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter maintenant le groupement qui était retenu, enfin l'entreprise qui a été retenue avec ses partenaires, vous montrer les visuels et surtout vous donner le sens de l'ensemble de ce projet avec le nouveau calendrier ajusté, là aussi dans le contexte sanitaire que vous connaissez. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole. Donc, je ne sais pas si c'est Monsieur le maire qui va démarrer, je pense. Et merci pour votre présence et votre accompagnement. Merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, j'enfume le masque. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être faire un retour en arrière bref sur la jeunesse du projet. Donc à l'époque, c'était l'EPARECA, qui est un établissement public d'État qui a intégré au 1er janvier donc l'Agence nationale de cohésion et des territoires. EPARECA a travaillé avec les services de la ville afin de réhabiliter de façon très lourde le centre Olympie actuel qui est situé dans le quartier du Mont-Libaud. Donc il y a un certain nombre de travaux, d'études qui ont été effectuées durant plusieurs mois, tant sur les potentialités commerciales, sur les études juridiques, foncières et après techniques, afin de savoir si le projet était viable ou non sur le court terme et sur le long terme. L'idée de ce projet, c'était vraiment de maintenir l'activité sur site, voilà, les commerces existants, ceux qui fonctionnent bien. Également, continuer cette activité forte qui est celle d'avoir un pôle de formation sur place, d'avoir un pôle santé, d'avoir les restos du cœur et essayer de créer un tiers-lieu qu'on avait nommé tiers-lieu associatif, qui était un lieu de réunion pour la population, voilà, un lieu vraiment de rencontre de la population. Et encore. Merci. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment l'équipement, le centre Olympie tel qu'on le connaît aujourd'hui devait fonctionner le temps des travaux, voilà, pour qu'il y ait toujours cette vie qui soit là, en cœur de quartier, en cœur du quartier du Mont-Libaud, mais forcément qui allait créer des nuisances, tant pour les professionnels qui travaillent au sein du quartier, mais également pour la population. Un projet avait été développé, on avait retenu une équipe de maîtrise d'œuvre qui, du coup, a mené un certain nombre d'études sur la faisabilité technique du projet. Suite à ces études, et donc malheureusement pour nous, mais heureusement pour la suite, parce que je pense vraiment que le projet que je vais vous présenter après est mieux pour la population, sincèrement. Voilà, on a rencontré deux difficultés premières. C'est que l'équipement, tel qu'il avait été construit, ne permettait pas une réhabilitation lourde
avec un maintien dans les lieux des activités. Ce qui voulait dire que pendant 18 à 24 mois, on aurait été obligé de vider entièrement le centre Olympie, de le retravailler, de refaire les travaux complets et de réinstaller les gens. Ce qui n'était pas la volonté première de la NCT et également de la ville. Le deuxième effet, que j'ai envie d'appeler l'effet qui se coule, c'était que ces travaux complémentaires avaient un coût très élevé, trop élevé, qu'on ne savait pas financer. On avait fait le tour des subventionnaires et on ne savait pas boucler l'équation financière du projet parce qu'on était à plus d'1 million de surcoût pour pouvoir réaliser cette réhabilitation. Voilà. Donc pour ces deux raisons, la NCT a proposé à la ville d'abandonner le projet de réhabilitation, de restructuration, et de travailler de concert avec les services de la ville pour trouver une autre solution. La solution, c'est celle du parc qui aujourd'hui est attenant à la Maison des Associations, donc boulevard des États-Unis, qui nous permet de faire un projet neuf, intégrant l'entièreté des fonctions de l'ancien équipement Olympie, et d'y adjoindre en plus dans ce projet le transfert de l'ensemble des activités des personnels de la Maison des Associations. Donc on est vraiment sur la réunion finalement de deux fonctions qui se trouvaient dans un quartier, en un même lieu, pour que ce soit un pôle d'attraction, tant économique que social. Voilà. Deux principes forts: la maîtrise du budget, avec un coût de réalisation qui équivaut à celui du coût de la réhabilitation lourde avant d'avoir la mauvaise surprise financière, et, comme je le disais, donc un nouvel équipement mutualisé. Et en fait, on s'est vite rendu compte que finalement, ce nouveau lieu qu'on a pensé, qu'on a travaillé avec les services de la ville, était bénéfique, puisqu'il permettait de faire la liaison de façon plus dézoomée avec le pôle gare, avec la rue de Saint-Paul, et amenant jusqu'au quartier du Mont-Liébaud. Voilà, on a vraiment cet axe circulaire avec cet équipement central qui permettra de faire le lien nord-sud au niveau de ce quartier, on va dire, dézoomé. Ça permet aussi la dédensification du cœur du quartier, voilà, puisque voilà, on ne viendra pas retravailler l'équipement Olympie, en tout cas la NCT. Ça nous permet de soutenir et de dynamiser l'offre commerciale existante, avec une offre commerciale de proximité complémentaire au service de la population. Offre, j'ai envie de préciser, commerciale de proximité qui a été travaillée avec les acteurs locaux existants, également avec les professionnels de santé qui sont aujourd'hui sur le site, qui sont partie prenante du projet. Voilà. Donc tout a été discuté avec eux, tout a été vu avec eux, tout a été travaillé avec eux. Donc les plans que M. Vergeot va vous présenter après, le programme qui a été soumis et sur lequel a répondu donc BC Nord, c'est un programme qui a été conçu avec les services de la ville pour les équipements qui seront les leurs demain, et aussi avec l'ensemble des professionnels aujourd'hui sur place dans le centre Olympie. Voilà. Donc ce sont des éléments qui ont été validés avec eux. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'était vraiment un travail de concert avec les acteurs locaux. Et ensuite, le quatrième point qui sera le dernier de ce slide, la création d'un tiers-lieu associatif modulable qui va répondre réellement aux besoins de la population environnante, et j'ai presque envie de dire aussi qui pourrait devenir un élément d'attraction à l'échelle de Béthune. Donc une carte assez schématique, mais qui retrace vraiment cette volonté de lier les quartiers. Ici, on a le futur équipement qui sera à cet endroit-là, qui permettra vraiment de relier le pôle gare au cœur du quartier du Mont-Liébaud, vraiment avec cette volonté d'avoir un axe nord-sud beaucoup plus développé que ce qu'il est aujourd'hui. Je vais passer la parole à M. Vergeot. Bonjour à tous.
Merci de nous accueillir. Donc, je représente le groupement lauréat de cette opération, donc BC Nord, qui est une entreprise générale régionale lilloise. Et dans l'équipe, nous avons une équipe d'architectes, une GIMCO, et quelques bureaux d'études, aussi bien pluridisciplinaires comme CET, et aussi bien pluridisciplinaires en termes de performance environnementale et énergétique. Alors pour parler du projet, donc du programme, donc là vous avez une ISO un petit peu du projet. Donc en jaune, donc deux entités très spécifiques. En jaune, la partie, on va dire, bureau, pôle de formation, Resto du Cœur, qui sera un bâtiment sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un R+1. Et en bleu, le pôle commerce et pôle santé. Donc le pôle commerce et pôle santé qui est directement en liaison directe avec le boulevard des États-Unis. Donc c'est un projet phasé. Donc la première phase, nous allons l'organiser en construisant les 2 bâtiments, que ce soit le pôle bureau ou le pôle commerce, pôle santé, ce qui laissera la maison des associations en fonctionnement. Donc c'est une construction qui va durer pendant 1 an. Dès lors qu'on aura livré aussi bien le bâtiment bureau que le bâtiment commerce, on procédera au bout d'1 an au déménagement, ce qui permettra de démolir le bâtiment existant et laisser place, si tu peux... non, c'est pas ça, voilà. Et laisser place, alors je vais bouger, laisser place ici, donc, on a le commerce, on a les bureaux sur le R+1, et là ici, actuellement nous avons le bâtiment existant. Lorsqu'il sera démoli, ça laissera place à un square, un espace partagé végétalisé. Voilà, et qui permet justement de faire également une liaison douce entre la rue de Saint-Paul et le boulevard des États-Unis. Donc, si je rentre un petit peu dans le détail, là, nous avons les plans des commerces, donc commerce et pôle santé. Donc, sur la partie, on va dire, sud-est, directement au fond de la rue par rapport au boulevard des États-Unis, on aura donc les commerces comme la boucherie, la boulangerie, le coiffeur, le tabac et le restaurant. Tabac et restaurant qui seront directement en lien avec le square. Et ce square sera également équipé de terrasses directement orientées sud-est, donc à l'abri des vents. La partie bleu foncé, c'est le pôle santé. Donc le pôle santé qui est donc à l'arrière du bâtiment, côté parking, on verra après sur le plan masse. Donc pôle santé, pharmacie, donc la pharmacie qui donne également ce boulevard des États-Unis, le médecin, l'infirmier et également le kiné. Le but c'était aussi que la pharmacie se donne directement sur le boulevard des États-Unis pour justement avoir une mise en avant de la pharmacie, et ce qui permettra, pourquoi pas un jour, d'avoir un drive. Voilà, on a la possibilité de faire un drive pour la pharmacie. Si tu peux revenir en arrière sur le plan masse. Petite précision également, vous avez une rue qui sera créée entre les bâtiments. Donc c'est une liaison, on va dire, pour que les véhicules puissent circuler entre le boulevard des États-Unis et la rue de Saint-Paul. Donc cette liaison se fait par sens unique, qui permet d'accéder au parking, aux places de parking, mais également ça permettra aussi aux livreurs, parce que bien sûr qui dit commerce dit livraison, donc les livraisons se feront à l'arrière des commerces et on a justement une place dédiée aux livraisons, aussi bien pour le commerce, pour la santé, mais également pour la partie bureau. Maintenant, je vais parler un petit peu des plans de la partie bureau. Donc, c'est le bâtiment à la gauche, en R+1. Donc, sur le rez-de-chaussée, trois espaces. Bon, bien entendu, le tiers-lieu qui se trouve au centre du bâtiment. Donc, à l'accueil et la partie bureau. Donc, depuis cet accueil, on aura accès aux salles associations, donc au centre du bâtiment, au niveau rez-de-chaussée, que Monsieur le maire est en train de vous l'indiquer, et plus au nord, côté nord-ouest, des salles polyvalentes. Donc 3 salles polyvalentes, mais qui sont mutualisables, puisqu'on a imaginé, et c'était programmatique également, d'avoir des murs mobiles, c'est-à-dire que ces 3 salles peuvent devenir une seule salle.
et bénéficier ensuite d'une terrasse. Nous avons également prévu au niveau de la... une terrasse, donc ça permet justement d'avoir un espace extérieur dédié aussi à ces salles polyvalentes. Autre entité très forte et très importante qui nous a posé beaucoup de questions pendant la conception, pendant le concours, ce sont les Restos du Cœur. Donc les Restos du Cœur sont vraiment fond à rue côté boulevard des États-Unis. Le Resto du Cœur vont fonctionner autour d'une salle, c'est la salle de distribution. Donc l'entrée se fait boulevard des États-Unis par une salle d'attente, ce qui permet de réguler les flux au niveau de la distribution. Et ensuite, on sort directement par la rue que nous allons créer au niveau entre cet espace-là et les commerces. Concernant le R+1, donc le R+1, toujours par le tiers-lieu, par l'accueil qui se situe au rez-de-chaussée, on y accède soit par les escaliers, soit par un ascenseur, ce qui permettra d'accueillir et de regrouper des sections comme le passeport format et également la formation des chambres de métier. Donc, côté, on va dire, sud-est, on retrouvera les salles de formation, y compris nord-ouest, de différentes salles de formation et les salles de cours. Bien sûr, toutes ces salles de formation seront équipées de brise-soleil en bois, qui permettra de limiter et d'éviter d'avoir des surchauffes d'été. Et côté nord-ouest, on aura les bureaux nord-ouest qui permet justement d'avoir une lumière plus douce et éviter des surchauffes d'été naturellement. Là, vous allez voir les perspectives, donc les deux perspectives du concours qui ont été créées côté boulevard des États-Unis. Donc, boulevard des États-Unis, la première là-haut, on voit en premier plan le bâtiment bureau et formation, et en second plan les commerces. Et la perspective d'en dessous, c'est toujours côté boulevard des États-Unis, mais c'est à l'intersection avec la rue de Saint-Paul. Donc, pourquoi je vous les présente, c'est parce qu'on met en évidence aussi la typologie structurelle du projet. Donc 5 composantes typologiques structurelles. Donc ce qui émerge, c'est le béton matricé architectonique. Alors pourquoi le béton ? Bon, on assume en tant que concepteur ce choix, puisqu'il fallait partir sur un matériau, on va dire, pérenne, sécurisant. Alors sécurisant en termes de sûreté, sécurisant en termes de sécurité incendie et sécurisant en termes de pérennité. Également, nous sommes sur des bâtiments à très très forte performance environnementale et énergétique. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir aussi des bâtiments étanches à l'air, que ça ne soit pas une passoire, comme on dirait dans notre profession. Et le béton le permet. Tous les tests d'étanchéité à l'air que nous réalisons sur nos chantiers, du premier coup, nous avons les résultats qui sont plus que positifs. Également, un autre matériau utilisé qui est très fort sur ce projet, c'est la verdure. D'où la toiture végétalisée que l'on voit sur la deuxième perspective en bas. Donc la toiture végétalisée, on la retrouve, on l'appelle la 5e façade. C'est la 5e façade de notre projet. On la retrouve sur les toits, des commerces et également sur une partie des toits des bureaux. Autre matériau utilisé, le mur rideau. Donc le mur rideau, ce sont des vitrages très hauts, sans pour autant avoir des traverses horizontales. Le mur rideau permet justement d'avoir également une certaine sécurité en termes de pérennité, puisque ce sont des matériaux, on va dire, en acier laqué et qui permettent d'avoir une efficacité en termes d'apport de lumière. Donc ce mur rideau, on le voit essentiellement au niveau des commerces, parce que voilà, ce sont les vitrages pour la partie commerce. Un autre matériau utilisé et qui pour nous permet justement d'avoir une noblesse de projet, c'est le choix du matériau métallique. Donc on est sur du bardage métallique à joint debout. C'est ce qu'on voit en premier plan sur la première perspective. Donc ça permet justement de marquer le R+1, donc le pôle formation. Voilà. Je vous parlerai après du bois parce que je voudrais évoquer un petit peu le niveau BREEAM avec monsieur le maire. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a essayé de faire et je pense qu'on a réussi
de faire un projet le plus qualitatif possible, penser pour les besoins de la population et penser également pour l'avenir. Donc vous avez entendu, modularité, adaptation des locaux, démarche environnementale forte dans le cadre du projet. Voilà, on est vraiment sur cette dynamique qui est rendue aujourd'hui nécessaire, d'envisager dans nos constructions et de s'imposer dans nos constructions en tant qu'établissement public étatique, d'avoir cette démarche vraiment environnementale. Donc plusieurs items, et je laisserai compléter sur deux d'entre eux monsieur Vergeot. Le premier, c'est forcément utiliser le réseau de chaleur urbain. Donc ce réseau de chaleur urbain permettra d'alimenter le bâtiment dédié aux salles de cours, tiers-lieux associatifs et restaurants du cœur. Voilà. Donc vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas pour les professionnels de santé et les commerces. Simplement puisque dans le cadre de leur exploitation, notamment des commerces, le principe même du réseau de chaleur, des charges fixes qui s'imposeront demain aux commerçants, n'est pas adapté à leur activité professionnelle. Typiquement, un boucher ne chauffe pas, un coiffeur chauffe très peu, un boulanger ne chauffe pas puisque son four chauffe son propre local. Voilà, on est vraiment sur ces contraintes-là, donc on ne peut pas utiliser un réseau de chaleur pour cet équipement. Ensuite, nous avons un système adiabatique. Je vais vous en parler. On va parler un petit peu de technique, c'est toujours intéressant. Donc surtout que c'est de la technique, on va dire, du rafraîchissement bioclimatique. On a un espace de bureau, un espace de cours, de formation. On s'aperçoit quand même que nous avons de plus en plus de chaleur importante en demi-saison, à partir d'avril, juin, juillet, voire septembre, octobre. Dernièrement, sur un conception-réalisation, on a proposé de mettre en place un système adiabatique. Qu'est-ce que c'est le système adiabatique ? Je démocratise toujours un petit peu ce système-là par l'orage. Qu'est-ce qui se passe ? Une forte chaleur, dès qu'il y a un orage qui tombe, il y a une évaporation de cette eau qui est au sol chaud, et tout simplement, on a une sensation de rafraîchissement naturel. Voilà. L'adiabatique, c'est ça. C'est tout simplement, on va utiliser des centrales de traitement d'air double flux, soufflage, reprise, et on va pulvériser de l'eau sur la veine de reprise. Et naturellement, on va rafraîchir les températures dans les pièces. Alors vous allez me dire, on va consommer de l'eau. Oui, on va consommer de l'eau, sauf que sur ce projet, on a prévu une récupération d'eau pluviale importante, donc un bassin tampon d'eau pluviale qui sera filtré aussi bien par filtre à sable, mais aussi par UV pour les bactéries. Et c'est cette eau pluviale valorisée qui va permettre de rafraîchir le bâtiment en demi-saison et en été. Je parle de rafraîchissement. On aurait pu faire naturellement de la climatisation avec ce qu'on connaît en détente directe, sauf qu'on n'allait pas vers un projet de qualité environnementale. Voilà. L'autre point, le système adiabatique, donc c'est ça, c'est du rafraîchissement adiabatique, on appelle ça du rafraîchissement bioclimatique, et d'où l'intérêt de choisir également une structure béton, puisque le béton a la particularité d'avoir une certaine inertie. Autre point important, et je relaisse la parole après à Monsieur le maire, c'est la certification BREEAM. La certification BREEAM, c'est une certification qui a été créée en 1986. Elle permet d'évaluer la performance environnementale du bâtiment. Il nous était imposé, dans le programme, d'avoir un niveau good. C'est-à-dire qu'on a 10 critères. Alors, je peux vous en citer. Le critère de la santé, du bien-être, le critère de l'énergie, le critère de l'eau, donc la gestion d'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets pendant le chantier et après, la biodiversité. Enfin voilà, il y a 10 critères. Et on a créé une modélisation BREEAM pendant le concours. Et grâce à cette modélisation, ça nous a permis de mettre les curseurs là où il fallait pour arriver au niveau good. C'était une imposition dans le programme. Aujourd'hui, on certifie que ce projet sera de niveau good en termes de performance environnementale. Toujours dans le cadre de cette démarche environnementale, on a prévu également une toiture végétalisée sur l'équipement commercial et de santé, ainsi une prépondérance des espaces ouverts, des espaces publics, des espaces verts. L'idée étant que le bâtiment vive, pas qu'à l'intérieur, mais également à l'extérieur. L'idée, c'est vraiment que la population
que les gens du quartier prennent possession de ces équipements publics qui sont particulièrement qualitatifs, en tout cas on les a pensés comme tels, ils seront réalisés comme tels, puissent être appréhendés par la population. On a pensé également au stationnement, parce que qui dit commerce dit activité médicale, et qui dit également ouverture de l'équipement, non pas seulement à la population du quartier du Mont-Libo, mais plus largement à l'échelle de Béthune, dit offre de stationnement plus large. Donc on a 46 places de stationnement qui seront créées en plus sur le secteur. Stationnement, donc véhicules, mais on aura également des dispositifs qui permettront de pouvoir stationner des vélos en toute sécurité sur le site. Un point important qui n'était pas prévu dans le projet initial de réhabilitation du centre olympique, c'est donc l'intégration de la maison des associations qui fait pleinement partie du projet et qui du coup sera également démolie. Et qui vient, un dernier point qui vient en parallèle de ce que je disais tout au début, c'est que ça va nous permettre, durant tout le temps de travaux, le maintien de l'activité telle qu'on la connaît aujourd'hui au sein du quartier du Mont-Libo. Voilà, donc on va être pendant 1 an avec un quartier qui continue de vivre, avec ses activités, avec sa proximité, avec ses professionnels de santé. Voilà une autre perspective, donc vue de la rue de Saint-Paul sur l'arrière du bâtiment. Voilà, donc on distingue vraiment bien les deux équipements distincts. Je pense que... Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de 5 typologies, je vous en ai présenté 4. La 5e, et c'était un élément important pour la qualité environnementale du projet, c'est le bois. Donc le bois, il est également présent sur le projet. Donc aussi bien structurellement parlant, par la charpente bois qui va supporter la toiture au niveau du R+1, de la partie bureau et pôle formation. Mais également le bois est présent, le bois mélèze sera présent notamment pour habiller les sous-faces. Alors les sous-faces des bandeaux, les sous-faces des porte-à-faux, les sous-faces des auvents, en intégrant bien entendu, on le voit sur la vue numéro 1, les éclairages extérieurs. Et le bois est également présent, je vous ai parlé tout à l'heure de brise-soleil, donc ce sont des brises-soleil qui seront verticales en R+1. Donc voilà, donc, il était important d'intégrer le bois dans ce projet pour justement également atteindre les qualités environnementales requises. Alors concernant le planning, qui est déjà bien avancé, nous avons remis le permis le 6 juillet, donc il est en instruction. Pas plus tard que vendredi dernier, nous avons remis l'AVP. Voilà, donc Monsieur le maire est en mode validation et remarque. Et nous commençons la phase pro dans une semaine. Le but est de démarrer l'opération donc en préparation, on va dire, fin d'année, début d'année prochaine, pour un début de chantier effectif en février. Donc 1 an d'opération pour la construction neuve. Et comme je vous ai expliqué, ensuite on procédera à la démolition et on finira par la partie square, espace vert, qui sont à côté du commerce. Voilà. Merci. Bien, merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez des questions? On pourra débattre tout à l'heure, puisqu'il y aura une délibération qui attera cela, mais est-ce que vous avez des questions techniques sur le projet? C'est l'occasion de les exprimer ici. Oui, j'aurais une question. Donc, je vois qu'il y a une rue qui est prévue. C'est prévu donc plus d'abord pour les voitures. Alors, je vais mettre... Oui, je sais qu'on a ajouté des arceaux à vélo. On ne les voit pas sur les vues. Vous ne les présentez pas, elles ne sont pas mises en avant. Est-ce qu'elles sont quand même voulues? Mais également, nous avons différentes circulations pour les piétons. Donc au niveau du square, en périphérie des différents bâtiments. Concernant les vélos, il y a bien des rangements vélos prévus pour notamment la partie formation et commerce. Ok, on ne les voit pas aussi. Donc,
D'accord. Et les brises soleil seront-ils orientables? Non, les brises soleil ne sont pas orientables. D'accord. On est sur une façade sud-est, donc, et puis on aura quand même des brises soleil qui sont relativement larges, hein, on le voit sur les perces, qui permettent justement de générer une ombre portée. À propos de l'étude, le bilan carbone a été fait aussi? Dans la certification BREEAM, on a justement un paramètre qui constitue pour avoir cette note niveau good, il faut passer par le bilan carbone également. Oui. Donc, le choix des matériaux, c'est pour ça qu'à un moment donné, il était nécessaire d'avoir du bois pour arriver justement à un bilan positif. Peut-être pour compléter, aujourd'hui légalement, ce qui s'impose aux constructeurs, c'est la norme RT 2012, qui est aujourd'hui une norme dépassée, qui est le basique du basique en termes d'isolation thermique, notamment des bâtiments, et qui ne prend pas en compte ce dont vous parlez, madame. Là, dans la certification BREEAM, qui a plusieurs niveaux, donc qui va du assez passable au très bien, voilà. On a tous ces critères qui sont pris en compte, donc la réutilisation des matériaux, la qualité des matériaux, le nombre d'espaces verts, des bornes de recharge électrique, les toitures végétalisées, la réutilisation des eaux de pluie. Voilà. Tous ces éléments-là sont pris en compte, et le niveau good est le deuxième meilleur niveau possible atteignable aujourd'hui pour ce type d'équipement. Voilà. Donc on est vraiment dans une démarche environnementale excessivement poussée, et j'ai même envie de vous dire que aujourd'hui l'ANCT, anciennement EPARECA, qui a 20 ans d'existence, ce sont les premiers équipements que l'on fait de services et de commerce qui sont aussi poussés environnementalement. Voilà. À propos de l'étude des commerces, qui l'a menée alors? C'est vous aussi qui avez mené ça? Non, vous avez fait les plans, mais vous avez regardé... Qui a regardé si le potentiel commerce? Qui a fait l'étude? Alors, sur la potentialité commerciale du secteur? Oui, puisque on en a parlé. Oui. Donc c'est nous, en qualité de maître d'ouvrage, qui avons mené les études. Donc on s'est doté de bureaux d'études compétents en la matière, dont c'est le travail. L'idée étant... Peut-être que j'aurais dû commencer l'introduction par ça. Qu'est-ce que l'ANCT? L'ANCT, on intervient presque exclusivement dans les quartiers dits politiques de la ville et aujourd'hui dans les centres-villes, notamment qui nécessitent une revitalisation, notamment commerciale. Donc c'est notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, ce n'est pas de faire du commerce type Auchan, Carrefour, j'ai rien contre eux, mais on n'est vraiment pas sur cette façon de faire. Nous, on est sur le commerce de proximité, le service à la population. Et une diversité de services de qualité et avec une complémentarité des offres. Donc aujourd'hui, la programmation commerciale telle qu'elle a été envisagée, elle reprend pour partie des commerçants qui sont sur site, qui sont sur place, mais aussi des activités qui manquent cruellement au sein du quartier du Mont-Liébaud. À savoir, aujourd'hui, on n'a pas de boulanger dans ce quartier, on n'a pas de coiffeur, on a un kebab pizza brasserie, on va dire, mais on n'a pas d'arrêt restaurant. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir accroître l'offre de commerce à destination de la population. Ça se fait qu'on analyse qu'une boulangerie sera viable là, parce qu'elle pouvait s'installer déjà à Olympie 1 et il n'y en a pas. Non, alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce que là, on n'aura pas fini, je pense, à la fin de la nuit. Parce que ces questions-là, elles sont très en amont. Je comprends bien que Brigitte, elle, en fait, est nouvellement élue, elle n'a pas tous les éléments. Aujourd'hui, on ne peut plus exploiter Olympie 1. Olympie 1, c'était un ensemble de copropriétaires qui n'a pas tenu, qui n'a pas fonctionné, parce qu'on aurait peut-être pu le préciser aussi, monsieur le maire, c'est que vous intervenez là où les copropriétés, de petites, on va dire, copropriétés commerciales ne fonctionnent plus. Notamment dans les quartiers politique ville, vous l'avez dit, on va le dire très franchement, entre nous, les quartiers populaires. Depuis quelques mois maintenant, vous pouvez élargir votre champ d'action. Et d'ailleurs, vous êtes en étude avec nous sur le dossier de la Galerie des Trailles. Donc c'est un financement de l'État. Donc actuellement sur Olympie 1,
progressivement, l'ex-EPARECA a racheté les cellules. C'était la première étape, comment on peut redevenir propriétaire avec la ville de l'ensemble. C'est pas simple et c'est un peu long. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus rien aux normes aujourd'hui dans ces équipements. Et donc, on pensait faire les travaux assez rapidement, sauf que ça a été expliqué, les contraintes techniques ont fait qu'on a dû changer de projet. Un projet qui, au final, va nous permettre de maintenir l'activité, puisqu'il y a 9 cellules commerciales, de les choisir également, puisque dans ce phénomène-là, dans le projet final, il y a 2 bâtiments, dont un qui sera propriété de la NCT, qui, après l'avoir construit, va l'exploiter. Et donc, avec des loyers maîtrisés. C'est aussi ça l'enjeu de pouvoir réimplanter des activités, c'est pas mettre des loyers qui soient à 3 fois le prix du marché. Donc c'est ça qui est intéressant, et donc avec une vision sur l'ensemble et une maîtrise sur l'ensemble des cellules. La vocation de la NCT n'est pas de rester propriétaire pendant 30 ans. Une fois que le modèle est posé, est établi, la vocation c'est de sortir, trouver éventuellement un investisseur qui reprendrait l'ensemble. Et donc le pari qui a été fait, c'est effectivement de regarder s'il y avait de la place, donc c'est ce qu'on appelle l'étude de marché, pour une activité en particulier, mais avec aussi l'avantage d'avoir une maîtrise des coûts, à la fois, ça a été dit sur les loyers, mais aussi sur les coûts de fonctionnement, parce qu'en fait, c'était aussi cela, quand j'ai entendu parler tout à l'heure du bilan carbone, le bilan carbone de l'actuel Centre Olympie, c'est une catastrophe, et si je parle aussi de la maison d'association qui va se retrouver de fait, elle aussi rénovée, parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas d'accessibilité, il y a de l'amiante, donc dès que vous touchez, il faut tout refaire. On n'a pas d'isolation thermique, très peu. Phonique, pas du tout. Il n'y a pas d'équipement non plus. Donc ça va nous permettre, sur en fait, une opération, de régler un peu ces désordres environnementaux, de remettre des équipements à niveau pendant 30 ans et d'en maîtriser finalement le devenir. C'est un peu ça, quoi. Je vais essayer de vous résumer, synthétiser. Donc tous les aspects environnementaux ont été précisés. Donc on est sur des labellisations qu'on n'a jamais eues. On a insisté dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, vous le verrez, ça a créé un surcoût. Mais au niveau du surcoût, on pense que le surcoût en matière d'investissement, on a fait des demandes de subventions supplémentaires, et c'est pour cela qu'on pense qu'on pourra être accompagné, va diminuer le coût de fonctionnement. Donc sur 30 ans, on fait le pari de s'équilibrer finalement. Voilà, donc c'est en cela qu'il y a effectivement le pari de dire que oui, il y a de la place pour des services de proximité, et surtout si vous regardez bien, parce qu'on a parlé de coiffeurs, on a parlé de restauration, on a parlé d'autres commerces qui pourraient être présents, tout simplement un lieu de rencontre. Il n'y a pas dans ce quartier de lieu de rencontre. Le fameux café du coin, il n'y en a plus. Voilà, donc c'est aussi ça l'enjeu pour nous, c'est ce qu'on appelle le fameux tiers-lieu, c'est déjà un lieu de rencontre, y compris notamment pour les jeunes. On est en train de réfléchir sur les accueils de soirée, typiquement on aura des salles à disposition pour cela, quoi. Puisqu'il y a la salle aussi dans le fond qui sera une salle polyvalente pour la vie associative dans le quartier. Voilà, donc j'espère que c'est peut-être un peu plus précis comme ça. Ça m'inquiète quand même un petit peu, mais bon, c'est parce qu'on a vu des projets commerciaux qui, pas très loin de là, quelques dizaines de mètres de là, ne marchent pas, des autorisations pour des extensions de projets commerciaux, alors que certains sont vacants. Ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Là, ouais, ça m'inquiète quand même. La peur n'évite pas le danger, c'est vrai, ma grand-mère me le disait tous les jours. Mais très franchement, là, il s'agit de reconstituer des mètres carrés existants. Et ce quartier, il a quand même le droit, à mon avis, à avoir un lieu de vie quand même aussi. Parce que le commerce de proximité, c'est aussi pas que du business, c'est aussi de la rencontre. Et ça a été dit, merci monsieur le maire, parce que vous avez été gentil dans votre expression. On était très exigeants sur les extérieurs. On n'a pas parlé de la sécurité, de la vidéoprotection, on n'a pas parlé de tous ces aspects-là. Mais vous l'avez dit, on a souhaité un ensemble qui fonctionne dans le bâtiment et surtout en dehors du bâtiment. Et on n'a pas voulu le bunkériser, on n'a pas voulu mettre des grandes barrières, etc. On a voulu le laisser ouvert pour que ce soit un lieu de rencontre et de vie dans ce quartier qui en manque finalement. Donc c'est tout un pari, effectivement, sur l'avenir. Quant au risque, le risque, il est pris par qui? Il est pris par le public et il est pris par la NCT, puisque c'est la NCT qui est propriétaire du bâtiment. S'ils n'ont pas de locataires, n'ont pas de loyer. Donc c'est aussi en cela où il y a un risque qui est partagé, et c'est en cela qu'il faut remercier les investisseurs qui prennent des risques à nos côtés, notamment toutes les institutions qui nous financent. Alors bien sûr, c'est de l'argent public, mais heureusement, c'est là où on voit que quand le marché ne permet pas finalement le bon fonctionnement du service, eh bien le public assure une forme de solidarité, et même dans les quartiers populaires, on est capable d'amener un service qui soit à la fois attendu, et certainement peut-être pas le plus rentable, mais au moins un service de proximité. Et aujourd'hui, on a une boucherie qui fonctionne bien, mais dans les conditions
d'exploitation franchement très complexe. C'est pas l'idéal. On n'avait pas de boulangerie, on avait un point chaud. Là aussi, je peux le dire, dans des conditions d'exercice très difficiles. On n'avait pas les conditions pour exploiter finalement correctement ces commerces-là. Demain, l'idée, c'est peut-être pas faire un point chaud, mais de faire une boulangerie. C'est ce qui a été rappelé. Donc il y aura aussi une exigence, même si on a déjà fléché les nouveaux commerces par un transfert de ceux existants. Le principe n'était pas de dire à ceux qui étaient déjà présents, ben non, vous n'êtes pas avec nous dans le prochain projet. Donc déjà, il y a le transfert des activités existantes. Pour le reste, je sais que vous avez un degré d'exigence, notamment parce que vous avez baissé les seuils d'entrée. Il n'y a pas de droit au bail, il y a des loyers plus que maîtrisés. Je crois qu'on est à peu près à 30% en dessous du prix du marché, ça doit être ça à peu près, de mémoire. Donc ça nous permet, très franchement, je pense, de pouvoir essayer d'accompagner aussi les porteurs de projets. Moi, je pense que dans ce quartier, il y a des gens aussi qui ont du talent, il y a des gens qui veulent parfois monter des affaires. Il faudra qu'on regarde comment on peut les accompagner avec CopConnexion, avec Initiative Artois, avec d'autres opérateurs. Et ce sont des gens qui ne cherchent pas forcément à gagner beaucoup d'argent, mais à vivre de leur activité. Et notamment dans la proximité. Quand en plus ils sont du quartier qui connaissent les gens, c'est super, quoi. Donc voilà, donc c'est un pari, oui, donc ça vous inquiète, je comprends, nous aussi. Mais vous avez vu qu'on a quand même été très regardants sur les risques que nous prenons. Et globalement, de toute façon, les investissements, on aurait dû les faire. Notamment sur la question de Jean Monnet, Jean Monnet, je vais en parler tout à l'heure, ça, puisqu'il y aura aussi la démolition probable de Jean Monnet 2, dans le cas de la rénovation urbaine. Mais sur, j'allais dire, le relais Jean Ben 3, donc, qui est devenu la maison d'association, très franchement, il est temps qu'on y fasse quelque chose, quoi. Donc pour le même montant, finalement, on va aussi régler cette problématique-là, sachant qu'on va reconstituer les espaces verts par ailleurs. Mais on en fera tout à l'heure, on rentrera peut-être dans le débat un peu plus profondément tout à l'heure. Voilà, donc je voulais juste compléter les éléments techniques qui ont été donnés pour vous donner un peu le contexte global, parce que je comprends que c'est un projet pour nous de 6 ans presque, parce que entre les aventures, les désordres, les scénarios, enfin bref, et même avant, je pense, parce que sous l'ancien mandat, il y avait déjà eu des réflexions. Ça donnerait pour le dire, puisqu'il y avait eu une réflexion qui était, déjà de le raser, 2, de réhabiliter sur site, tel qu'on l'avait retenu, et 3, voire même de créer peut-être même aussi de logements au-dessus, ce qui n'aurait pas été possible du fait des études techniques qu'on a fait, puisque, pour dire les choses, il n'y a pas de fondation profonde, et donc il nous a été demandé de ne pas remettre du poids. Et puis au niveau de la structure en tant que telle sur la charpente, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas aux normes, qu'il fallait refaire avec une double peau ou refaire complètement. C'est ça en résumé. Je ne suis pas un grand technicien du bâtiment, mais j'ai retenu ça, j'ai vu les photos surtout. Voilà pourquoi il y a eu finalement cette bascule. Moi, simplement, j'insiste pour vous remercier à nouveau pour votre présentation et puis pour votre suivi. Vous auriez eu 1000 occasions de ne pas faire aboutir ce dossier, la NCT. Il y a eu des surcoûts, il y a eu des changements de nom, il y a eu des changements de lieu. Et votre projet initial, c'était quand même Olympie 1. Ça n'a jamais été Olympie 2. Donc moi, je vous remercie parce qu'on peut parfois parler de l'État, des satellites de l'État. Moi, je dis, heureusement que vous avez été là parce que tout seul, on n'aurait peut-être pas sorti ce projet. Et donc, aujourd'hui, on est content de travailler avec vous et on espère que ça avancera aussi dans le bon sens. J'attends la grille des trails, donc j'y vais. Voilà. Mais en tout cas, merci parce qu'on sent que vous êtes des professionnels de ces missions-là. Et c'est important d'avoir, les maires que nous sommes, les élus que nous sommes, une boîte à outils qui est à notre disposition et qui nous aide finalement à porter les projets là où le privé ne pourrait parfois pas équilibrer les comptes finalement. C'est ce qui a été traduit par Brigitte L. Merci beaucoup. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Vous souhaitez un bon retour. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, mais on va après ouvrir le conseil municipal. Et on sera attentif au démarrage des travaux. Donc, voilà. Merci à vous. Merci. Je demande à Mélanie Vendrotte donc de bien vouloir faire l'appel. Bien. Monsieur Olivier Gaquer. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Présent. Madame Ginette Loiseau. Présent. Monsieur Hakim Elazouzi. Présent. Madame Amel Daou Gaquer. Présente. Monsieur Bertrand Barret. Présent. Madame Annie Boulard. Monsieur Jean-Pascal Scalone. Présent. Madame Maryse Berthou. Monsieur Patrick Perrin. Madame Béatrice Berroyer, absente excusée, donne pouvoir à Madame Berthou. Monsieur Francis Cordonnier. Madame Jacqueline Humbert. Madame Marie-Jeanne Brevard-Petitpas. Madame Josette Phyllis, absente excusée, donne pouvoir à Madame Loiseau. Madame Martine Descamps.
Monsieur Zoran Jetovic. Monsieur Didier Messiaen. Monsieur Hervé Solède. Madame Catherine Arvaux-Alouine. Madame Mélinda Chauchois. Monsieur Frédéric Dems. Madame Ingrid Beignet. Madame Sonia Solaire. Madame Alice Caron-Morival. Madame Hélène Sam, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Doual. Monsieur Anthony Coé. Monsieur Christophe Doual. Monsieur Pierre Quarnic. Monsieur Corentin Brige. Monsieur Stéphane Saint-André. Madame Virginie Capel. Madame Nathalie Delbar. Monsieur Alexandre Mazel. Madame Brigitte L. Nous avons le quorum. Merci. Il convient donc de désigner le secrétaire de séance. Donc nous avions Alexandre Mazel, Corentin Brige, Pierre Quartnic et Christophe Doual qui se sont déjà exercés et essayés. Et donc, dans la règle que nous avions fixée, on remonte dans les âges, si vous acceptez toujours le principe. Et donc, il y a Christophe Doual qui... Non, c'est donc Pierre-Mel Gibson qui arrive dans la suite logique. Ah oui, on peut dire son nom, c'est un homme, 35 ans, ça va, c'est jeune. Voilà. 35e année, voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, et puis je souhaite, avec un peu de retard, un bon anniversaire à Catherine et à Virginie Capel. Voilà. 20 et 21 juillet, il y a encore des anniversaires au juillet, mais voilà, on leur souhaite un bon anniversaire avec un petit peu de décalage, mais c'était cette semaine. Voilà. Alors nous allons pouvoir aborder donc la liste des questions. Après cette présentation, il y a donc les questions des départements. Et donc la première question a trait au projet qu'on vient de présenter. Et je cède donc la parole à Amel Daougaker pour la 601. Donc, délibération qui fait suite à la présentation qui vient d'être faite, qui porte sur l'avenant numéro 1 à la convention tripartite entre la ville de Béthune, l'ANCT et la Cabalère pour la réalisation de l'opération de construction boulevard des États-Unis, rue Saint-Paul. Donc, une convention a été signée, tripartite, donc a été signée le 23 décembre 2019. Comme ça a été mentionné, un appel public à concurrence a été lancé en 2019 pour réaliser l'opération et par jury en date du 17, l'offre de la société BC Nord, qui donc a présenté le projet évoqué, a été choisie. Comme ça a été mentionné également, l'offre est supérieure de 656 163 euros au regard du budget prévisionnel initial, pour les raisons que le maire a évoquées également. Donc, durant le premier trimestre de l'année, les différents partenaires ont cherché des financements complémentaires pour réaliser l'opération de construction. Donc, ce présent avenant, signé donc, le 23 décembre 2019, a pour objet de mettre à jour les engagements généraux et financiers des différents partis. Une question, oui. Donc vous avez trouvé les financements? Excusez-moi, Madame L, il y a Monsieur Saint-André qui avait levé la main, si vous voulez bien. Je n'ai pas vu, excusez-moi. Oui, si vous levez la main, je vous la donnerai la parole, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de foncer, c'est comme un vélo, on peut aussi s'arrêter. Merci, donc, Monsieur Stéphane Saint-André. C'est Monsieur le maire qui a la police des débats, là, qui peut donner ou pas la parole. Oui, Monsieur le maire, simplement pour vous expliquer qu'effectivement, il y avait nécessité de faire quelque chose pour ce centre Olympie, nécessité, vous l'avez dit, et ça a été expliqué, de faire quelque chose pour la maison des associations qui en a bien besoin. J'ai bien entendu qu'il y avait un surcoût d'1 million d'euros concernant ce que nous avions prévu, la réhabilitation du centre Olympie. Au demeurant, la présentation très jolie, et ça me paraît être un travail sérieux et quelque chose de qualité, mais ça ne me convainc pas, quant à l'implantation, je l'avais déjà dit. Je pense que tout mettre au même endroit, c'est une erreur, et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre. Brigitte L. Il y a un surcoût, comment il est financé? Alors maintenant, est-ce que qui met la main à la poche?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Je les prends toutes d'un bloc comme ça, sur ce projet? Non. Non? Alors, sur le surcoût, on attend des réponses de subventions. Donc, moi, je vous parle. La vérité, c'est qu'il y a eu une réflexion et un partage entre l'ANCT et nous. Pour la part qui concerne la commune, pour l'instant, c'est la commune. Alors, ça a été rappelé par Stéphane Saint-André. On a un plan pluriannuel d'investissement dans lequel nous avions fléché des crédits pour traiter la difficulté qu'on avait identifiée sur la maison des associations. Donc, c'est une anticipation de crédit, finalement. Mais nous avons des attentes de réponse. On attend des réponses sur des financements complémentaires demandés, notamment à la région. Voilà. Sur le surcoût, il est lié aussi au fait que ça va nous permettre de faire des opérations qui n'étaient pas prévues au départ. On l'a dit, donc transfert des activités enfin, j'ai une bonne avec le Relais Jean 23, de la maison d'association. Excusez-moi, c'est l'ancien nom Relais Jean 23. Donc on aura ce transfert-là, démolition, désamiantage aussi. Pareil pour donc, le centre Olympie, et c'est donc la réponse que je peux aussi apporter à Stéphane Saint-André, c'est qu'on aura besoin et on aura l'opportunité de repenser finalement la centralité du quartier. Et ce débat-là, nous l'avons eu d'ailleurs à travers les élections. Il y avait des positions très claires où nous avions expliqué qu'on irait jusqu'au bout de ce projet-là. D'autres ont dit qu'il ne faut pas faire ça, donc ça a été tranché, je pense, au niveau du débat. Peu importe, on n'a jamais c'est pas toujours tout blanc ou tout noir, et il faut écouter tous les avis. Là où on sait qu'on a une opportunité de s'implanter, on sait qu'on aura aussi notre difficulté, c'est de ne pas laisser une friche Olympie 1 en place une fois qu'on a transféré les activités. Et donc, on sait que globalement, c'est 2022. On a donc 2 ans devant nous pour savoir ce qu'on fait. Et donc, l'intérêt, c'est aussi de lier ça avec le projet de rénovation urbaine que nous avons d'ailleurs engagé en fin d'année dernière. Alors, j'attends que tous les partenaires le signent. Je rappelle qu'on avait prévu un certain nombre de, notamment démolition. Je reviens à ma fameuse barre Jean Monnet 2, qui est devant le collège. Et donc, pourquoi on n'a pas voulu se remettre plus en amont ou en face de Olympie 1? C'est qu'on veut garder cette espèce de trame verte qui démarre de l'avenue du Montlier-Beau et qui va jusqu'au collège, justement, l'idée étant d'ouvrir sur le collège. Je rappelle que la barre Jean Monnet 1 est une barre qui va être transférée à l'agglomération. Ça avait déjà été acté en fin d'année dernière. Pourquoi est-ce que c'est une barre à vocation économique? Et qu'il faudra qu'on réfléchisse là, avec l'agglomération, sur le devenir, la réhabilitation de cette barre. Potentiellement, elle pourrait être aussi rabaissée ou réhabilitée. Donc, cette notion d'ouverture sur le quartier est importante. Donc, on ne peut pas repenser l'après Olympie 1 sans avoir ce regard un peu dézoomé sur l'entrée du quartier, sur la chance qu'on va avoir d'avoir un gros poumon vert en plein milieu du quartier. Parce que pour le coup, soit à la place de Olympie 1, on pourra rebâtir et rebâtir, soit on pourra dédensifier et profiter de ce que d'autres n'ont pas, malheureusement. On voit bien la difficulté, par exemple, à Brouet, d'avoir une place. On a une belle place, on y fait des belles fêtes, on peut faire des belles rencontres d'ailleurs. Donc ça peut être vraiment sympathique de réfléchir à cet ensemble-là. On a derrière des équipements qui sont déjà constitués. On a un musée du paysage, on a un bétunarium. Est-ce qu'on doit tirer le fil de cet équipement socio-culturel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'engagement qu'on avait pris pendant la campagne, c'est d'aller vers les habitants et puis de faire un travail partenarial avec eux, un travail d'échange sur les possibilités avec un cabinet qui nous accompagnerait pour pas que le politique prenne la main sur la discussion et qu'on se mette bien à la disposition des habitants du quartier. Voilà, donc ce sont les engagements qui ont été pris, qui vont donc se dérouler, même si effectivement on a eu ce débat sur l'emplacement qui s'est posé à un moment donné, et c'est ce qu'a rappelé monsieur le maire tout à l'heure, c'est qu'on a eu longtemps des hésitations sur l'emplacement même de cet équipement. Voilà, j'espère avoir répondu à tout le monde. Bien, et donc sur les financeurs, merci à Amel Gacker d'avoir rappelé, donc il y a la Cabalère, l'État, donc la Cabalère Comité d'agglomération, Béthune, Brouwer, Toilis, Romane, et puis la région, bien évidemment. J'ai remercié l'État, mais je veux aussi remercier les collectivités territoriales qui sont à nos côtés et qui le sont souvent également. Sur cette délibération, y a-t-il des oppositions? Très bien. Des abstentions? Je vous remercie. Donc, c'est voté pour le groupe majoritaire avec une opposition des opposants. Merci. On va passer donc au département Affaires juridiques, État civil et Assemblée. Et je vais donc vous présenter la délibération 101 qui consiste à aider, puisque ce n'est pas nous qui décidons au final,
à la constitution de la commission communale des impôts directs. Nous devons donc désigner des membres. Et ensuite, les services fiscaux choisiront parmi la liste établie pour définitivement établir donc cette commission. Le rôle de cette commission est précisé dans la délibération, je pense que vous en avez pris connaissance. On avait consulté les uns et les autres, on a eu quelques réponses de membres d'opposition souhaitant y participer, et donc je pense qu'on a une liste à vous proposer. Vous nous direz si elle vous convient. Et je cède donc la parole à Pierre Gibson qui nous présentera la liste. Merci Monsieur le maire. Donc sur la liste qui vous est présentée des 32 noms qui seront donc soumis à l'administration fiscale qui ensuite sélectionnera dans ces noms la shortlist qui fera partie in fine de cette commission qui se réunit une fois par an. Donc il vous est proposé sur ces 32 noms Annie Boulard, Pierre-Emmanuel Gibson, Ginette Loiseau, Bertrand Barré, Amel Daougaker, Hakim Elazouzi, Maryse Berthoud, Francis Cordonnier, Patrick Perrin, Jacqueline Imbert, Corentin Brige, Béatrice Berroyer, Zoran Jeftovic, Frédéric Dams, Catherine Arfaud, Anthony Coé, Ingrid Beignet, Didier Messiaen, Martine Descamps, Alexandre Mazel, Françoise Ventourou, Jean-Claude Schmitt, Clément Huchette, Jean-Pierre Leroy, Blandine Barre, Michel Philis, Sylvie Carlier, Christophe Cassin, Annick Six, Jean-Claude Labitte, Régis Nassens et Quentin Lebray. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc acté. 102, Pierre Gibson, toujours. Merci Monsieur le maire. Alors, nous étions tout à l'heure dans le quartier du Mont-Liébaud, on va y retourner, mais en 1965, où lors de la construction de l'école qui s'appelait l'école Le Groupe Scolaire Saint-Prix, avait été achetée par la ville une œuvre d'art d'un sculpteur contemporain qui s'appelle Robert Fachard, qui est né en 1921 et qui est mort en 2012. C'était une sorte de gros stylo, de grande fusée en métal de 10 mètres de haut, 1,20 m de large et 1,20 m de profondeur, qui se trouvait dans la cour de cet établissement scolaire. Et puis au fil des années, alors ceux qui ont été à l'école là-bas s'en souviennent pour les plus âgés, puisque les gens appelaient ça la fusée à un moment où le crayon, et ils tournaient autour, ils rigolaient. Cette œuvre, au fil des années, avait beau être en acier inoxydable, s'est oxydée. Elle s'est mise à bouger et il a été décidé par les élus de l'époque, mais alors on ne sait pas qui, quand, comment, puisqu'on a fait l'enquête, personne ne s'en souvient, d'être démontée. Elle a été démontée, visiblement mise à la ferraille, et donc elle a disparu du patrimoine communal, mais c'était une œuvre d'artiste qui appartenait à cet artiste, et aujourd'hui ses héritiers, donc les enfants de la famille Fachard, les héritiers directs de Robert Fachard, ont interrogé la ville en disant où est-ce qu'elle est, et on souhaite la récupérer. Bon. On a été incapable, malgré des interrogations, même auprès des anciens maires, y compris Jacques Mélic, personne ne se souvient de rien, y compris dans nos services, pas d'archives. Donc la famille, s'impatientant et voyant qu'on ne retrouvait pas l'œuvre, nous a mis au tribunal en nous demandant une forte indemnité financière pour la perte ou la disparition ou la destruction de cette œuvre. Il a été convenu, pour ne pas engorger la justice administrative et parce qu'effectivement, force est de constater que la commune est en faute, puisque nous sommes incapables de justifier ce qui a été fait de l'œuvre et qu'on n'avait pas le droit de la démonter sans l'accord de, à l'époque, M. Fachard, ou en tout cas de ses héritiers. Il vous est proposé un protocole transactionnel qui a été négocié par nos avocats et les avocats de la famille Fachard, afin d'éteindre le contentieux définitivement et donc de transiger plutôt que d'aller devant le juge administratif. Bien, merci pour cette présentation. On ne juge pas de la moralité de cette histoire, mais les aspects juridiques, bien évidemment. La moralité, c'est notre sujet. Ça pousse quand même les communes à investir dans des œuvres d'art et à faire vivre les artistes, vous l'aurez compris. Ça refroidit grandement, en tout cas. Y a-t-il sur cette délibération donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 103, toujours monsieur le premier adjoint. Merci Monsieur le maire. Alors on revient dans une époque un peu plus contemporaine et on s'en va quartier de la rue de Lille, où la maison du 686 rue de Lille avait été achetée à l'époque par l'EPF dans le cadre du rachat d'une partie du quartier en face de la friterie Pépito, pour se situer. Et nous avons décidé depuis quelques années maintenant de vendre le patrimoine communal qui ne nous est pas utile,
donc un certain nombre d'anciennes maisons, certaines en bon état, d'autres dans un état de délabrement, en tout cas parfois sans toit ou sans capacité d'habiter dedans, sans grands travaux, ont été vendues. Et l'une des dernières maisons qu'on a vendues, c'est le 686 rue de Lille, qu'on avait vendu suite à un jury, comme on le fait à chaque fois. Hein. On met en publicité les ventes, on a des offres, et il y a un jury composé de techniciens et d'élus qui tranche ces ventes, et ensuite c'est soumis au conseil municipal. Sur cette vente, on a eu une contestation d'un des acheteurs malheureux qui n'a pas obtenu gain de cause au jury, qui était classé deuxième, qui a saisi le tribunal administratif et qui, sur la base d'un accord de prêt bancaire où on avait un courrier du banquier mais pas un document officiel de la banque, a réussi à obtenir le fait que la vente était cassée. Donc on vous propose aujourd'hui de rapporter la délit pour stopper la vente, sachant qu'évidemment on avait pris la précaution de rien signer chez le notaire. Donc voilà, c'est juste pour l'instant de l'administratif communal, et on remettra dans quelques mois cette maison en vente sur le même principe, en espérant cette fois-ci que ça se passe correctement. Voilà, merci. Oui, Madame L. On peut savoir pourquoi M. Rowe avait été préféré, ou bien pourquoi... On vient de vous l'expliquer. Il y a un Oui, jury, il y a un en jury. fait, avec des critères. Hein, et donc, c'est les fameux documents qui a donc été fournis d'ailleurs au tribunal administratif, parmi lesquels il y avait notamment un critère sur le financement immédiat, en tout cas, ou l'accord de financement. Et le juge a estimé que le document n'était pas suffisamment précis et que donc ça pouvait être effectivement un élément de doute. Donc voilà, c'est cela qui a permis aux époux Carrette finalement de contester la vente. Mais je ne sais pas quoi ça leur avance, parce qu'au final, du coup, le bien est toujours chez nous, la vente est cassée, on va le remettre en jury, et donc j'imagine qu'ils vont à nouveau recandidater, et on verra ce que ça donne. Donc à moins qu'ils offrent plus, ils augmentent leur prix, j'en sais rien ce qui va se passer. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc oui, vous pouvez venir voir le document, puisqu'il a été fourni à la justice. Donc voilà. Ah, je ne conteste pas qu'il y a un souci au niveau des papiers, etc. Mais donc c'était au plus offrant, alors que ça a été attribué. Il n'y a pas que la question du prix au plus offrant. Il y a une évaluation qui est faite par les domaines, et puis après nous on regarde quel est le projet qui est derrière. Est-ce que c'est le locatif, l'accession à la propriété, pour occuper le bien, on regarde le projet en tant que tel. Hein. Comme c'est un bien qui vient de la commune, on a tout dit face là. Il y avait aussi donc la question des financements. Puis alors moi je suis pas dans le jury, mais toi tu y étais. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme critère? En fait, on cherche déjà du qualitatif. Donc les marchands de sommeil à la découpe, c'est dehors tout de suite. Comme ça, c'est réglé. On va parler cash. Hein. Ensuite, le prix il est fixé par les domaines. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de qualité du projet. C'est-à-dire résidence principale, pas de découpe, des garanties bancaires solides, des plans d'architecte, des devis des entreprises, parce que c'est une maison qui est en très mauvais état, pour s'assurer que les gens ont les moyens non seulement de l'acheter, parce que c'est des maisons qui sont vendues peu cher parce qu'elles sont en très mauvais état. Donc on veut la certitude que les gens n'achètent pas une maison pas chère sans avoir les moyens de faire les travaux. Donc il y a tout un tas de ces critères qui sont évoqués, et l'offre des époux Carrette, c'est classé deuxième, l'offre de M. Rowe première, et puis il y avait une troisième offre, où là c'était quelqu'un qui souhaitait implanter une entreprise, donc c'était un remaniement plus complet du pâté de maison. Voilà, donc les critères ont été appliqués. Le juge a estimé que la garantie bancaire de M. Réau, qui était un papier et non pas le document CERFA officiel de la banque, potentiellement ne garantissait pas qu'il puisse avoir son prêt, et donc a cassé la vente. Enfin, en tout cas, en référé, a cassé la vente. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Département éducation, jeunesse et sport. Je vais céder la parole donc à Patrick Perrin pour la 501. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est une délibération sur le séjour de camping d'été 2020 pour la fixation de la participation des familles, parce que la ville de Béthune a adhéré à la compétence colonie de vacances du CIVOM et de ce fait délègue l'organisation des séjours durant la période des vacances hiver et été. Mais avec la crise sanitaire du Covid-19, le CIVOM de la communauté de Béthune, les Béthunois, a annulé ses colonies de vacances d'été, et suite à cette annulation, le CIVOM a proposé des séjours sous forme de camping de 5 jours, donc 4 nuitées, à destination de Mers-les-Bains pour les 6-12 ans et de Borainville pour les 12 à 17 ans, sur la période du 20 juillet au 21 août 2020. Et dans ce cadre-là, la ville de Béthune est appelée à harmoniser, bien sûr, la participation sollicitée auprès des familles pour l'organisation des campings. Donc, la ville propose de fixer la tarification selon le tableau qui reprend l'annexe, c'est-à-dire 60 € pour le premier enfant, 50 € pour le deuxième enfant et 40 € à partir du troisième enfant.
Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Délibération 801, donc au niveau des systèmes d'information et des télécommunications. Monsieur le Premier adjoint. Oui, monsieur le maire. Il s'agit du contrat de maintenance du site internet de la ville par la société Stratis. C'est une régularisation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 1201, passe mobilité, donc Amel Daougakar. Vous connaissez notre volonté de développer le vélo, l'usage du vélo dans la ville. Donc il s'agit ici d'une délibération qui porte sur le pass mobilité que nous avons déjà eu l'occasion de présenter il y a quelques semaines. L'idée étant de proposer une aide à l'achat d'un vélo ou mécanique, d'un vélo électrique ou d'une trottinette électrique aux Béthunois. Nous avions fixé lors de la précédente délibération un délai d'usage des passes mobilité qui était fixé au 30 septembre 2020. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, comme vous le savez certainement, les magasins nos partenaires ont des soucis en fait de stock. Voilà pourquoi nous proposons ici de prolonger la durée du dispositif au 31 décembre 2020, ce qui permettra aux Béthunois d'utiliser leur passe mobilité jusqu'à cette date. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc acté. La 1202, donc il s'agit de subventions de fonctionnement ou surtout exceptionnelles, donc qui a été versée, dont on propose le versement, plus précisément, donc à 4 structures associatives. Y a-t-il des oppositions? Monsieur le maire, excusez-moi. Oui. En fait, par rapport aux subventions exceptionnelles, je vois que c'est surtout aussi pour l'organisation des DUCAS qui ont lieu dans différents quartiers. C'est ça. Je pense qu'il y a d'autres DUCAS qui devront avoir lieu dans les mois prochains. Est-ce que ça va être voté au conseil municipal ou ce n'est pas d'actualité? Si, en fait, on n'y va pas feutré. Vous avez noté la recrudescence à nouveau, la circulation à nouveau du virus. Donc, on y va étape après étape. C'est exactement la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur les appels à projets commerçants. Ouais. Je n'aurais pas encore répondu. Nous n'avons pas encore répondu. J'ai commencé à regarder. Le problème, c'est que quand je fais l'addition des manifestations qui sont souhaitées, notamment mon Béthune Rétro, on reconstitue presque un festival. Et je pense que ce n'est pas de bonne loi et ce n'est pas ce qui est attendu, notamment de la part des autorités sanitaires et de l'État. Donc on y va étape après étape, et donc y compris sur le programme donc, des animations. Le but pour nous étant pas de voter des subventions qui ne sont pas versées. Donc c'est pour ça que habituellement on vote pratiquement quelques fois les subventions. Là vous les voyez arriver les unes après les autres parce qu'on est parfois dans l'incertitude. Donc oui, s'il y a d'autres projets, et vous verrez d'autres délibérations avec effectivement des demandes de subventions exceptionnelles. C'est vrai que par rapport aussi au quartier, je vois la BSL, le rue de Lille avec la BSL, Bristol, remise en forme aussi au niveau du Mont-Liébaud, à Lim, aussi au Mont-Liébaud. C'est vrai que peut-être il sera peut-être aussi intéressant aussi, même si c'est important que les associations de quartier, de proximité soient présentes dans ces moments-là, mais qu'il y a aussi une rotation. Ce que je vois à Lim, en fait, au niveau du Mont-Liébaud, il n'y a pas que à Lim au niveau du Mont-Liébaud, en fait. Vous faites une fixation sur... Non, je ne fais pas de fixation. Bah si. Non, du tout. Alors, reprenez... J'ai fait connaissance justement sur le terrain avec eux, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il ne faut pas confondre avec les personnes, voilà. Ce sont des faits. C'est juste pour savoir s'il n'y a pas possibilité d'une rotation avec d'autres associations. Mais ce n'est pas nous qui désignons les gens pour faire pour nous, ce sont eux qui proposent des projets. C'est ça que je vais vous expliquer. On n'a jamais refusé un projet qui nous a été présenté. On n'arbitre pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dans la demande et dans l'attente. Et heureusement, je remercie et les uns et les autres d'avoir accepté le principe d'une forme d'agilité et pas d'un programme écrit à l'été, parce qu'habituellement, on a un programme qui déroule. Là, ils ont accepté de faire des propositions, de revenir dessus, de les adapter. Donc, heureusement qu'ils sont là, parce que nous, même la ville, on ne sait pas comment même animer finalement les choses. On l'a vu au 14 juillet, etc. C'est pas simple. Hein. Mais, donc, on est content que même sur les quartiers d'été... il y a eu à Catorive aussi, ou même on pourrait parler de Sébastien Kerkhoff sur Mont-Saint-Paris. Heureusement qu'ils sont là, parce que ça permet aux gens un peu de s'évader, de sortir.
Mais c'est vrai que je les remercie profondément, ainsi que les services, parce qu'on y va vraiment un peu dans le brouillard, quoi, très franchement. Ouais, je vous rejoins aussi pour remercier effectivement les bénévoles, parce que c'est vrai que même avec la Covid, avec tous les gestes barrières qui sont imposés, et heureusement pour la sécurité aussi de la population, et c'est vrai que sur le terrain, ils font un travail formidable. Merci. Alors, du coup, je n'ai pas eu mon vote, je pense. Cette délibération, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc voté, je vous remercie. Je pense qu'il reste un dernier département qui était l'essentiel de notre conseil, qui est l'adaptation de notre organigramme. Il restera, je pense, une question après. Mais on est essentiellement là-dessus. Et donc, pour présenter tout cela, après présentation et discussion avec les IRP, donc avec les syndicats, les OS, pour lesquels je dis d'ailleurs qu'on a eu 3 abstentions, les 3 organisations, je vais laisser Francis Cordonnier présenter la démarche, les enjeux, les objectifs. Est-ce que donc on va pouvoir engager ou pas, si on a votre accord? Merci, Monsieur le maire. Alors, je vous propose de regrouper la 301, 302, 303, concernant la 1, la création ou suppression d'emplois, pour la 2, le tableau des effectifs, et pour la 3, le tableau des emplois avec une mise à jour de l'organigramme selon les emplois. Donc, il s'agit des modifications habituelles pour la mise à jour des effectifs et emplois afin de pouvoir nommer aux prochaines commissions administratives paritaires, les CAP, et de pouvoir ouvrir les postes nécessaires à l'adaptation de l'organigramme. Les délibérations ont été présentées donc aux représentants du personnel, comme vous le disiez, le 10 juillet dernier, par le comité technique. Aucun vote défavorable. On explique un peu l'organisation, non? Après, aucun vote défavorable, j'imagine, sur la totalité de ce qui nous est présenté ce soir. Oui, sur la totalité. Parce que je vois Francis Cordonnier, il y a au moins 27 questions. 29. 29. Bon. On va peut-être gagner du temps, si les syndicats sont d'accord. Mais oui. 3 abstentions. Il faut expliquer quand même que l'enjeu pour nous, ce sont pas... On va passer plein de postes après en ouverture. Ce ne sont pas forcément des recrutements extérieurs. Je précise parce que c'est parfois un peu complexe. On avait un organigramme qui était existant, pour lequel il y a des services qu'on va fermer, mais on va en rouvrir d'autres. Comprenez qu'on va faire de la mobilité interne. Pourquoi on fait cela? Pourquoi on adapte l'organisation maintenant, et puis finalement, pourquoi on va l'adapter à partir du 1er novembre? Parce que ce qu'on va voter aujourd'hui, c'est pour une mise en œuvre au 1er novembre. On le fait parce que, d'abord, il y a eu un débat électoral dans lequel on a eu un projet électoral, qu'on doit traduire maintenant en projet d'administration, en projet de ville, et surtout en projet de service, si on le décline. Et en face, par exemple, certaines questions, nous n'avions pas de techniciens. Sur la mobilité, il n'y avait pas de techniciens sur la mobilité en tant que telle. On avait un bureau d'études, mais on n'avait pas de spécialistes. Sur la biodiversité, pareil. Donc, sur un certain nombre de services, on va développer. On n'avait pas de direction sur la qualité et l'organisation. On a décidé de pouvoir avoir une direction là-dessus pour nous permettre de conforter le backlick, la relation multicanale avec les habitants, la réactivité, l'agilité, etc. Donc c'est tout cela qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc des nouveaux services, développement de services, réallocation de nos ressources, et puis des nouveaux métiers, des nouvelles missions. On sait que le numérique prend une place importante, donc la lutte contre la fracture numérique est importante également, donc on veut développer ces aspects-là. On veut aussi développer les parcours d'accompagnement d'un point de vue social. Là, c'est aussi un parcours de logement, de santé ou autre. On veut développer sur la question aussi de la donnée, de la confidentialité, du respect des règles, mais aussi de l'information. On a des nouveaux métiers type, tout à l'heure vous verrez, on appelle ça un data scientist. Bon, ce sont donc des métiers qui n'existaient pas avant dans les collectivités. Donc il nous faut progressivement ouvrir, tout en sachant que tous les emplois ne seront pas pourvus, forcément, et puis que pour les mobilités internes, il y aura peut-être des gens qui demanderont des formations. On a en tout cas de ceci d'extraordinaire, c'est que dans la fonction publique, à partir du moment où vous êtes catégorie A, B ou C, vous pouvez postuler sur des missions de catégorie A, B ou C. Et donc, par contre, ça pose la question, on en parlera après tout à l'heure, de la formation, de l'accompagnement, de la mobilité. En tout cas, il ne s'agit pas pour nous d'une révolution, mais bien d'une évolution simplement de l'organisation avec, je remercie les syndicats qui nous ont accompagnés, qui ont d'ailleurs des choses à revendiquer, qui les ont exprimées,
en tout cas qui sont à l'écoute et qui ont été dans le dialogue. Je les remercie sincèrement pour la qualité de nos échanges. Voilà, globalement, refixer les enjeux. On a eu aussi, sur la fin de mandat, un premier rendu d'une étude de Sémaphore, qui est un cabinet qui nous a accompagnés sur la partie des ressources humaines, avec des enjeux forts qui ont été exprimés pour le mandat à venir. D'abord, une pyramide des âges qui est escalée, avec beaucoup de départs à la retraite. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont une mémoire finalement d'organisation, qui ont d'expérience, mais qui peuvent aussi parfois être moins entrains au changement. C'est évident. Donc, des points de vigilance, peut-être des opportunités pour des gens de venir et intégrer la collectivité. Par ailleurs, on voit bien qu'on a aujourd'hui une forte attractivité pour les jeunes profils. Encore faut-il savoir les garder, parce que si on ne sait pas dresser de perspectives, là aussi, il peut y avoir des points de fragilité. Donc tout cela mis bout à bout, avec la nécessité également d'accélérer le référentiel du management, pour que d'une direction à une autre, on soit accompagné de la même façon, avec des chefs de service ou des chefs du bureau, enfin, peu importe, le vocal va changer demain, nous puissions être animés de la même façon. Quand je dis nous, c'est surtout l'administration, bien évidemment. Donc c'est de poser un cadre qui sera plus de l'animation que de l'expertise. On vient d'un cadre qui était très expert, on va essayer d'y mettre un peu plus de liant, parce qu'on a encore des progrès à faire finalement dans les outils, et puis dans la façon de faire circuler l'information, et également dans la gouvernance, dans notre capacité à prendre des décisions et de s'y accrocher. C'est pour ça que, vous le savez, on a entamé un programme d'écriture de ce projet de ville qu'on annoncera en janvier 2021. Une fois qu'on aura dit, nous, ce qu'on veut faire à la population, à l'extérieur, après ces débats qui auront eu lieu, notamment le débat électoral, eh bien, l'administration pourra s'en approprier durablement pour décliner son plan d'action à elle. Au passage, on aura quand même fixé des priorités par rapport à nos budgets. Et donc, c'est aussi en cela que ça permettra de dérouler tranquillement pour l'administration le projet. Alors, d'ici prochaines années, bien évidemment, parce que pour l'instant, il s'agit d'un mandat. Mais vous le verrez, vous l'avez vu, il y a tellement de matière que très franchement, on ne fera pas tout en 6 ans. C'est une vue d'esprit. Donc, il faudra, du coup, voir comment on oriente et comment on priorise tout cela. Voilà globalement ce que je voulais vous préciser sur les enjeux, les attendus, et du coup, l'administration a aussi besoin de savoir ce qui est ouvert pour pouvoir, là aussi, postuler. Il y a des gens qui ont envie de changer de service et envie de changer de mission. Tant mieux. Oui, Brigitte L. Je constate qu'il y a beaucoup de nouveaux postes, par exemple biodiversité et nature en ville, mobilité durable, etc. Il y a déjà eu par le passé des postes comme ça, des gens qui faisaient des études, qui réfléchissaient ou autres, mais comment dire, est-ce qu'ils seront prépondérants? Oui, vous avez aussi, en commission, j'ai posé la question, il y a aussi des postes qu'on va prioriser, il y en a qu'on va mettre en premier. Alors j'espère que les postes qui m'intéressent là ne seront pas les parents pauvres. Et ensuite, ce que je voudrais aussi, c'est qui va déterminer les pouvoirs. Parce que réfléchir à la biodiversité, si on n'a pas la voirie, par exemple, si on ne conçoit pas une voirie qui respecte, où on place des arbres, où on bétonne tout, bien alors, par exemple, on est responsable des travaux, là, des grands travaux de la ville, et puis on n'arrive pas à avoir une passerelle. Elle n'est pas encore ouverte, des choses comme ça. Là. Sur quoi on va mettre les priorités? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez préciser? Je ne comprends pas votre question. C'est bien beau de créer des services qui réfléchissent, des gens qui sont embauchés pour réfléchir, pour faire des plans, etc. Mais qu'est-ce qu'on va vouloir au départ? Parce que là, par exemple, il va y avoir la mobilité durable, il va y avoir la biodiversité. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à planter les arbres. Est-ce qu'on va d'abord planter les arbres ou est-ce qu'on va d'abord faire les parkings? D'accord? Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, le projet de ville, c'est ça que vous évoquez. Quel sera-t-il? Ce qu'il est, reprenez notre programme dans le débat électoral, vous l'avez dedans. Oui, mais... D'accord? Si. Oui, mais par le passé, on a vu quand même beaucoup de bonnes intentions. Oui, mais à un moment donné... C'est tout, on fait d'abord la voie... Je ne vous laisse pas dire ça. En fait, ce n'est pas votre goût à vous, je comprends bien. Ça, c'est clair. Sauf qu'on a un projet de ville à mettre en place. Quand vous dites, il y a des gens qui réfléchissent, mais aussi il y a des gens qui agissent, excusez-moi, quand vous dites les services qui m'intéressent, moi, tous les agents m'intéressent.
Oui. Il n'y a pas que certains services, excusez-moi de vous le dire. Il faut travailler collectivement. On n'est rien sans nos agents, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et qu'il n'y a pas que la ville, il y a aussi les partenariats dont j'ai cité tout à l'heure avec d'autres institutions. Donc en fait, je reprends, on a aujourd'hui des projets engagés. On ne part pas de rien et on ne part pas d'une feuille blanche surtout. Il y a une base installée. On veut faire évoluer nos projets. On en a débattu au mois de mars largement. Pour mettre de l'ordre dans tout cela et puis surtout le traduire de manière opérationnelle, l'administration a besoin d'avoir des consignes claires. Et donc c'est pour ça qu'on se fait accompagner actuellement d'un cabinet pour reprendre les réflexions mais aussi les actions, les mettre finalement dans un ordre de priorité avec des critères qui resteront à déterminer. On aura ce débat-là donc entre nous et puis ensuite on déroulera avec les budgets qu'on a à mettre en place. Pour les recrutements, je n'ai pas de baguette magique. C'est pour ça que j'ai dit attention, nous fermons des bureaux dans l'organigramme, on en ouvre d'autres, mais ce ne sont pas des recrutements nouveaux. Il n'y a pas un appel d'air, on ne va pas recruter 100 personnes nouvelles. Et donc, bien évidemment, ça veut donc dire que dans des postes qu'on va ouvrir, il y aura des gens qui seront peut-être pas exactement au niveau qu'on pourra attendre à court terme, mais il y a des formations pour cela. Et puis il y a peut-être des postes qui resteront vacants, parce qu'on n'a pas trouvé en interne la personne qui va bien, on n'a pas trouvé la personne qui est appétente avec le sujet, et donc on attendra d'avoir les crédits pour pouvoir donc recruter ces personnes-là. Donc on va devoir y aller crescendo, et on a effectivement 6 ans pour mettre en place un mandat. Mon idée, et notre idée, c'était de dire, c'est à partir du 1er novembre, on peut commencer à faire évoluer un peu cet organigramme. Et bien à partir du mois de janvier, on espère qu'on aura à peu près complété le tout, pour être effectivement, nous, élus, accompagnés techniquement par des gens qui, quand nous aurons écrit les idées et les intentions, pourront les traduire et les mettre en œuvre de manière opérationnelle. Et il n'y a pas que des grands projets, il n'y a pas que des bâtiments, je tiens à le dire quand même. Et quand vous parlez effectivement de la plantation des arbres, etc., c'est en cours. Sur le parking qui est en train d'être réalisé par la communauté d'agglomération, tout comme le provisoire, je rappelle que ce n'est pas maintenant qu'on plante des arbres. Il y a comme des saisons, vous le savez. Oui. Bon, donc on ne va pas planter des arbres maintenant. Bon, en plein été, en pleine chaleur, c'est pas trop le quart d'heure. Donc oui, c'est décalé. Donc quand je vois parfois des commentaires où on dit « Oh là là, la biodiversité, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbres », bah oui, mais je ne peux pas les mettre maintenant, quoi. Ou alors on m'explique qu'il y a d'autres façons de faire, certainement, mais ce n'est pas en tout cas le choix qui a été retenu dans nos marchés. Donc ça va se faire, et donc, quand vous dites qu'il n'y a pas d'arbres de planter, si. Et puis après, dans les réflexions, je reviens tout à l'heure. Au Mont-Liébaud, après la démolition de Olympie 1, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi pas y mettre de la verdure ? Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pas pour tout de suite, ça aussi. Hein. C'est un peu loin. Excusez-moi, mais on n'aura pas tout de suite. D'accord. Un mandat, c'est 6 ans. Vous verrez que... Mais ce que je voudrais dire, il y a des choses très très simples, très très rapides, très faciles à faire. Je voudrais qu'on crée des services, mais pas des services qui se renvoient la balle, des services qui travaillent ensemble et qui ont quelquefois un peu de prépondérance quand ils correspondent plus au projet de la ville par rapport à d'autres services. Vous devriez être un peu plus aimable avec les services. Ce ne sont pas tous des niais ou des gens qui je dis pas ça. Non, mais quand je vous écoute, de toute façon, il y a des services qui sont nouveaux, donc je peux pas encore. Non. Si, vous l'avez dit tout à l'heure. Non. Il y a des services qui sont nouveaux. Je peux pas dire qu'ils sont nuls. Vous parlez. Ils sont nouveaux. J'espère que ces nouveaux services sauront se parler, etc., etc. Et vous avez dit dans le passé des bonnes intentions. Vous avez parlé de l'organisation actuelle. Excusez-moi de vous le dire. Oui. Si vous connaissez une entreprise, il n'y a pas de problème de fonctionnement, des dysfonctionnements, c'est magique. Adhérez tout de suite, demandez à être salarié, rentrez dedans. Vous connaissez un peu la problématique, je pense, vous avez un conjoint qui aussi gère de l'humain, c'est pas simple. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on mette en place un certain nombre de référentiels de procédures, c'est parce qu'on a bien conscience qu'il y a des trous dans la raquette dans la circulation d'informations. C'est évident. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on a la meilleure administration du monde, mais je tiens à dire quand même qu'on a des gens volontaires, acteurs, et que tout ce qui a été fait depuis X années n'aurait jamais été fait sans eux. Et donc rien que pour cela, je suis très respectueux et très humble. Pour le reste, ils ont besoin, si on veut qu'ils aillent plus loin, plus vite, il faut qu'on nous soit clair sur ce qu'on veut aussi. Et pour être clair, c'est pas dire un coup je veux des arbres, un coup non je veux un bac, un coup non on va mettre un vélo, non un coup finalement on va mettre la voiture. Il faut être très clair et donc il faut écrire le schéma. Et on ne l'a pas écrit aujourd'hui. On a effectivement, dans nos campagnes, lancé plein d'idées. Parfois elles sont très micro, on a dit voilà, tel endroit on va faire telle chose, mais on n'a pas été dans le détail. Et c'est maintenant l'écriture qui arrive devant nous. Donc j'ai demandé 6 mois pour que nous puissions le faire, mais l'administration, elle a besoin aussi de savoir ce qu'elle va devenir. Elle a besoin de savoir
humainement, où est-ce qu'elle va se situer. Et donc, voilà pourquoi on fait maintenant. D'accord, mais vous me redemandez encore 6 mois, d'accord? La patience, c'est pas On ne fait pas rien en ce moment, je pense, quand même. Non, mais regardez, le dernier conseil municipal, je soulignais que la passerelle n'était pas encore praticable par les piétons. Bah oui, alors Et actuellement, il y a plein de piétons qui prennent la passerelle alors que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il fallait que ce soit mis à la terre. Là, ça me paraît. J'ai souligné plusieurs fois qu'il y avait une barrière qui empêchait les fauteuils roulants de passer à la piscine. Ça fait des mois que donc ces personnes sont obligées de faire un détour. Ça n'avance pas. Mais si qu'un ça service, avançait, on vous je a demande répondu. pas des choses extraordinaires. Non, mais on va pas non plus vous dire oui à chaque fois, Madame L. Non, mais il me semble que c'est légitime ce que je demande. Le détour de la passerelle, il est énorme. Mais la passerelle, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'elle est ouverte, elle est fermée parce que ça n'a pas été branché à la terre. Je ne vais pas mettre un policier en permanence parce que les gens ne comprennent pas les j'espère que non. Oui. Ben oui, mais moi je suis désolé, à un moment donné, c'est aussi ça. On vit dans une ville où il n'y a pas que des enfants et des adultes qui fixent des règles. Il y a aussi une vie ensemble. Si on dit que la passerelle est pas réouverte pour l'instant, vous savez pourquoi on a pris du retard? Parce qu'un jour, on a fait aussi, par exemple, du béton et qu'il y a des mecs la nuit qui sont allés marcher dans le béton frais, par exemple. Donc on a aussi des problématiques à gérer. Donc vous le dites avec vos mots à vous, et je le comprends, sans connaissance des dossiers, mais posez-nous des questions, on a à chaque fois des explications, très franchement. Et je pense que vous aurez compris qu'il y a le Covid entre deux, bon voilà, et la reprise des chantiers, la ville est en chantier. La ville est en chantier. Donc ça ne vous a pas échappé, j'imagine, donc on ne fait pas rien. Le tout, c'est de coordonner et d'arriver effectivement à tenir des délais et des dates. Mais vous apprendrez, là, sur les 6 ans qui sont devant vous, enfin il reste 5 ans et demi, la patience. La patience. Ah oui, non, mais ça va être difficile. Mais même les chantiers qui sont là, le détournement piéton, il n'est pas sécurisé du tout. On condamne un trottoir, mais le passage du piéton, c'est un petit panneau, piéton, prenez le trottoir d'en face. Et c'est impossible pour le piéton, pour le fauteuil roulant, de prendre le trottoir d'en face. Mais bon, ça reste des mois comme ça. Il y a même personne qui est gêné de continuer à poser son échafaudage des mois durant, ne pas faire avancer le chantier, et c'est aux piétons de faire le détour. Attendez. Oui. Boulevard Poincaré, à côté Papa Schultz, là, l'ancien. C'est Boulevard Poincaré. Papa Schultz, ça n'existe plus. Oui, mais enfin, puisque, par exemple, je parle de ça, mais d'autres chantiers. Madame L, quand vous engagez à travaux pour la façade ou tout comme ça... C'est des chantiers privés. Oui, enfin, Madame L, je vais vous répondre. Je vous vois. Vous êtes en vert en plus, donc on reconnaît tout de suite la couleur. Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Quand je vous écoute, j'ai envie de déprimer. Je me dis, tout va mal dans cette ville. Il y a des chantiers partout. Vous savez pourquoi il y a des chantiers partout? Vous êtes bien écologiste. Oui, donc vous savez pourquoi on fait des chantiers. On fait le chauffage urbain le plus écolo et le plus vert de France. Non, mais c'est quand même bien aussi de dire qu'on fait du développement durable, on fait de la transition énergétique, on économise 300 000 tonnes de CO2 sur 20 ans, on fait des choses concrètes. Alors certes, il n'y a peut-être pas encore assez d'arbres, ça arrive, on ne les plante pas maintenant, sinon ils vont tous crever, et on sera bon pour les remettre des nouveaux en octobre, vous le savez bien, mais vous êtes tout le temps pessimiste. Enfin, je vous dis comment je vous ressens. Demande pas des arbres, là. Non, mais laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Un peu d'optimisme quand même. Oui, il y a des chantiers. Chantier égale contrainte. On essaie de les limiter, mais les chantiers qu'on est en train de faire, c'est d'une ampleur jamais vue à Béthune depuis 30 ans. Donc forcément, il y a de la gêne sur les voiries, etc. Je parle des chantiers publics. Chauffage urbain, démolition du lycée de jeunes filles, etc. Ensuite, vous évoquez d'autres types de chantiers. Je vais parler un peu à la place d'Amel et de Bertrand, mais vous évoquez des chantiers privés, de gens qui mettent des échafaudages devant des maisons ou des bâtiments privés avec de l'emprise sur le trottoir et qui effectivement, notamment quand c'est des petits artisans ou des gens qui font eux-mêmes en louant un échafaudage à l'Oxam, etc., ne font pas forcément la signalétique adaptée. Et c'est pour ça qu'on l'a dit, monsieur le maire l'a déjà évoqué, on va créer au sein de notre police municipale une brigade de police administrative qui sera en charge justement de ce type de contrôle d'occupation des domaines publics et de pas forcément verbaliser tout de suite, mais au moins de faire la remarque à ces petites entreprises en disant attention, emprise trottoir, où passent les piétons, le périmètre de sécurité, les barrières, etc. Oui, là-dessus, il faut qu'on se renforce, c'est vrai. Mais dire que tous les chantiers sont mal signalés, etc., c'est pas vrai. Vous prenez l'exemple de l'hôtel à la gare.
Tout a été, comme vous le souhaitiez, balisé. On a tracé des passages piétons à la peinture jaune. On a mis des barrières en béton sur la route pour physiquement empêcher des voitures de taper dans la barrière de chantier. Donc, non, on fait les choses bien et avec des partenaires qui le font bien. Maintenant, de temps en temps, vous dire qu'il n'y a pas des soucis. Papa Schultz, c'est une friche avec quelqu'un qui a démarré des travaux sans autorisation et qui, depuis, a autre chose à faire visiblement. Donc, voilà, c'est un exemple concret. Je pense qu'Amel, elle pourra vous répondre plus précisément que ça sur ce chantier-là. Mais laisser penser que tout va mal, que tout est mal géré, que les piétons n'ont pas de place et tout, c'est un petit peu caricatural, je trouve, et c'est pas tellement fidèle à ce que vous êtes d'habitude. D'habitude, vous êtes un peu plus précise. Pour la passerelle, un peu de patience. Ça arrive, il y a une mise à la terre à faire qui dépend de la SNCF, donc on n'a pas accès aux voies sans autorisation de la SNCF. Moi, je vous le dis, d'ici avant le 15 août, et vous n'avez pas besoin de brûler un cierge, elle sera ouverte au public. Monsieur le maire l'a dit, on a eu quelques déboires sur cette passerelle, nonobstant le Covid. La SNCF qui nous a autorisé à accéder sur les voies, puis qu'on arrive, on ne pouvait pas parce qu'il y avait des trains, etc. Donc il y a eu quelques imprévus. Un assainissement plus fragile qu'on le pensait. Effectivement, on avait coulé du béton au sud et le week-end, des gens avec leurs baskets se sont amusés à marcher dedans et à piétiner le béton. On a dû tout casser, tout refaire. Donc voilà, ça avance. Si vous êtes observatrice, vous voyez qu'on est presque au but, elle est quasiment finie. Il n'y a plus grand-chose à faire, quelques caméras ajoutées, quelques spots lumineux, un peu de résine, quelques poubelles, la mise à la terre et on y est pour de bon. Elle sera ouverte et j'espère qu'en tant que piétonne ou cycliste tous les deux, vous apprécierez l'ouvrage et vous vous rappellerez bien de où on vient et de l'ancienne passerelle. Écoutez, c'est pas le cas de tous les chantiers, je vous l'accorde. S'il vous plaît, on va peut-être revenir sur l'essentiel. La délibération n'est pas le suivi des chantiers, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, sur la police administrative, on vous a entendu, suivi des chantiers. De toute façon, c'est toujours la même chose. Vous n'avez que 2 ou 3 idées à chaque fois qui c'est pas vrai là-dessus. Ah bah dites donc, si, vous bouclez... c'est réducteur. Hein. Ben oui, mais forcément, c'est toujours les mêmes, parce que forcément, je vois que les choses sont toujours les mêmes. Quand rue Marcelin Berthelot, la priorité est donnée aux voitures et pas aux enfants qui vont à l'école. Mais gérer une ville, c'est pas gérer son jardin. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas la même dimension. Il faut à peu être à l'écoute, patient, et surtout savoir discuter avec les gens, pas imposer. On a dit qu'on mettrait en place une police administrative. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Demandez-nous. On ne l'a pas aujourd'hui. D'accord ? Et donc, l'organigramme... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'organigramme qu'on vous présente ce soir avec les modifications, c'est pour créer cette brigade de police administrative. Donc, ça répond à ce que vous avez demandé. Ne nous mettez pas à chaque fois... C'est une forme de harcèlement que vous avez à chaque fois de dire les mêmes choses. On y travaille. Donc, si vous ne connaissez pas les délais, on vous les précise. Mais s'il vous plaît, laissez-nous un peu avancer. Et à chaque fois, ça boucle sur les mêmes sujets. On a entendu, on vous a dit oui, on n'a pas dit non. Et en plus, on est gentil, on vous répond. On pourrait dire oui, merci, au revoir. On vous écoute patiemment et on vous respecte. Bon, mais en retour, s'il vous plaît, soyez un peu consciente aussi. Et acceptez que ça ne se fait pas exactement comme vous avez envie. C'est comme ça. En fait, je défends les plus vulnérables. Hein. Oui, non, attendez, nous aussi. Vous n'avez pas le monopole du cœur, madame. Non, oui, c'est une phrase aussi, elle ne vient pas de vous, si je peux me permettre, si je peux me permettre là, en fait, ce que vous mettez quand même en exergue, hein, Madame L, c'est que je crois que vous ne connaissez pas du tout ce que nous faisons à la ville, comment se gère une ville. Vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, en fait. Vous savez de quoi on parle ? On parle des jeunes, on gère des personnes âgées, on gère les finances de la ville, on a des problèmes de sécurité que nous gérons également. Nous accompagnons les commerçants. Donc, bien sûr que le vélo, la mobilité durable, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Je crois que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et vous savez, quand j'ai commencé à être élue, il y a maintenant quelques années, la première chose que j'ai faite, franchement, pendant 1 an, j'ai écouté et j'ai appris. Donc, je ne vous donne pas de leçons, mais je dis juste que poser des questions et arrêter systématiquement de pointer du doigt ce qui ne va pas en ne parlant que d'un sujet qu'est le vélo. Vous ne parlez que du vélo. Non, pas que du vélo. Du vélo. Je parle du handicap. Est-ce que vous pouvez écouter ou pas ? Allez. Merci. Et quand j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'histoire de « il ne se passe rien », des bonnes intentions, ça fait 2 ans que je vous rencontre, ça fait 2 ans. Non mais je pense aux services qui ont porté le développement des arceaux dans la ville, je pense aux services qui ont travaillé sur le pass mobilité, je pense aux services qui travaillent à la fabrique sur des conférences autour de l'usage du vélo, du développement durable. Ben, je trouve que c'est super réducteur, quoi. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup à faire, mais... apprenez ou surtout prenez connaissance de la façon dont ça fonctionne, de tout
ce qu'on fait aussi également autour de la culture, autour du sport. Enfin bref, je pourrais regarder tout le monde et parler de toutes les délégations, mais tout ne tourne pas seulement autour du vélo. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que cela. C'est tout. C'est tout ce que je voulais ajouter. Parce que franchement, c'est ce qui revient, et ça devient un peu lassant. Je ne parle pas que de ça, je parle aussi des piétons et des handicaps. Maintenant, si vous voulez, je peux vous dire que j'admire ce que vous avez fait. Dans bien des cas, je n'aurais pas fait mieux. Et il y a des choses qui fonctionnent bien. Je suis désolée si je passe pour quelqu'un de pessimiste, mais si, il y a des choses que vous avez bien fait et des problèmes à gérer que je ne saurais peut-être pas gérer aussi bien que vous. C'est pas ce que je vous demandais, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est votre expression, je la respecte. Bien, donc sur cet organigramme, il y avait une proposition de regrouper les sujets et les libérations 301, 302 et 303. C'est bien ça, Francis? Oui, tout à fait, oui. Donc, y a-t-il des oppositions pour le regroupement? Des abstentions, non. Donc, y a-t-il des oppositions sur ces 3 délibérations? Des abstentions? Je vous remercie, c'est donc acté. Francis Corneille, toujours. Donc je propose la 304 et de la regrouper jusqu'à la 328. Et là, comme on a quand même largement évoqué le sujet, je voudrais peut-être compléter sur l'ensemble de ces délibérations. 11 sont des créations afin de répondre donc au projet du nouveau mandat, hein, comme vous aviez expliqué, monsieur le maire, par exemple, data scientist, chef du service mobilité durable, chef du service transition écologique. 15 sont des postes modifiés, soit issus de fusion d'anciens services, exemple, chef du service foncier urbanisme habitat, et c'est issu de la fusion des 2 services, ou alors c'est du changement de périmètre ou changement d'appellation. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que 80% des postes ne sont pas impactés par l'adaptation de l'organigramme. 20 postes sont défavorablement impactés sur les 90 mis en place à l'échelle de 733 agents. Oui. Voilà. C'est pas moi qu'il faut le dire, Francis, c'est le collègue. Mais... moi, je le sais, je suis convaincu. Excusez-moi. Oui, Francis, tu avais fini? Oui, donc il faudrait peut-être... ouais, merci. Juste une précision, je trouve qu'il est très intéressant par rapport à des créations d'emplois de chefs de bureau, médiation de proximité. C'est par rapport à tout ce qui est scolarité, prévention de la délinquance, ou avec des médiateurs spécifiques ou avec des adultes relais. Alors oui, c'est exactement ça, c'est une bonne question. Alors, derrière les titres, il y a des missions qui resteront certainement affinées. Là, effectivement, notre volonté, c'est de pouvoir répondre à ce qui manque, nous semble-t-il, dans nos politiques éducatives et d'accompagnement. Effectivement, dispositif d'adultes relais ou d'accueil, notamment cette fameuse maison des jeunes, donc avec des éducateurs spécialisés, voilà, des animateurs sociaux en fait, voilà. Donc, on l'avait dit, ça fait un petit moment qu'on voulait mettre en place, et donc il faut créer les conditions administratives pour le faire. Et donc, c'est en ça que ça répond donc effectivement à tout ça. Et aussi, par rapport aussi à la santé, aussi, l'alimentation, l'handicap, ça aussi, je pense que c'est important aussi d'avoir un service par rapport à ces champs d'intervention. Oui, d'ailleurs, on aura prochainement des adultes relais, notamment sur les quartiers politiques de la ville, en médiation en matière de santé. Donc ça va être développé très prochainement. Donc oui, c'était des axes qu'on avait bien évidemment. Et la mise en place aussi, on a vu par rapport à la délibération des ateliers santé-ville aussi, en lien, je suppose, aussi avec l'agglomération aussi. Exactement. Ok. Dans ce cadre-là. Vous avez fini dans la majorité, là, vous êtes d'accord avec tout, hein. Non, je suis aussi... Bah oui, quand c'est bien, il faut le dire. Non, et puis, étant militante aussi de la politique de la ville, que ce soit la droite ou la gauche ou d'autres partis, je pense que c'est dans l'intérêt de la population. Donc voilà, c'est très bien. Là, ici, il n'y a ni droite ni gauche, il y a et la droite et la gauche, et surtout plein de gens qui sont nulle part, je m'en excuse pour eux, qui ont envie de faire avancer leur ville, et tant mieux. Voilà. En tout cas, ce qui est moins joyeux, c'est que si on crée ces postes-là, c'est qu'on a des problématiques en face. J'aimerais un jour avoir supprimé ces services. C'est l'objectif qu'on doit tous avoir collectivement, d'amener les gens à l'émancipation et l'autonomie. On en a parlé à un moment.
C'est tout ce que j'ai retenu de mon expérience du Covid. De voir les gens qui étaient finalement parfois en perte de repères et perdus. Et donc, je pense que la première mission pour nous, c'est de les remettre dans une forme d'autonomie. C'est aussi ce qu'ils attendent en matière de dignité, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les postes qui sont présentés? Non. Y a-t-il des oppositions donc, sur regroupement de ces délibérations? Des abstentions? Non. Donc, je mets au vote l'ensemble de ces délibérations. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette belle unanimité. La 329, Francis Cornet. Plan de formation élu. Donc, il appartient au conseil municipal de définir les modalités du droit à la formation. Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune. Le montant de ces dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune, dans la limite de 18 jours par élu et par mandat, et pour un montant ne dépensant pas 1,5 la valeur horaire du SMIC par élu et pour la durée du mandat. Oui, bon, donc, classique. Hein. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Avant de vous libérer, le procès-verbal appelait-il du 3 juin, appelait-il des observations? Non. Sur le compte-rendu des décisions prises par le maire, y a-t-il des choses d'interrogation? Oui, Brigitte, elle. Oui, j'ai vu qu'il y avait des sommes qui étaient données pour les palissades, des dépenses qui étaient faites pour les palissades du Beffroi. Elles sont très belles. Il faudra faire attention où on les range, hein, si jamais il y a des ayants droit des années plus tard qui... Je crois que Maryse peut tout nous rassurer là-dessus, parce que c'est vrai que... Alors, Brigitte, je vais vous décevoir, mais en fait, les palissades ne nous appartiennent pas. Ah. Donc, elles seront démontées et reprises par l'entreprise. Et il est bien... Nous avons bien l'accord des gens qui ont réalisé les graphes pour que ces dessins ne provoquent pas de discussion et de procès de manière ultérieure. Vous avez ajouté une clause, alors? Oui, oui, non, mais ça, c'est convenu, effectivement, dans le contrat. D'accord. Ah, mais c'est ça l'avantage de prendre des artistes de la rue. En général, ils sont bien plus simples, voilà, et moins compliqués. En l'occurrence, sur le site tout à l'heure, ce sont surtout les héritiers qui sont compliqués plus que l'artiste, bien évidemment. Voilà, bien. Merci, voilà qui clôt donc notre conseil municipal. Bonne soirée à vous, bon retour. Et puis donc, la prochaine date, c'est fin septembre 6 octobre. Voilà, donc merci pour le rythme qu'on a pris et qui était très important. On a beaucoup enchaîné, mais maintenant, on a presque rattrapé le retard. On peut commencer à travailler sereinement. Merci, merci au service. Bonne soirée.